Alors bonjour à tous, je suis en compagnie de Édouard Loudvac. Bonjour Monsieur Loudvac. Bonjour. Alors Monsieur Loudvac passe quelques vacances ici en Polynésie et donc j'ai le privilège de le rencontrer, moi qui l'ai étudié à l'école de guerre économique, dont je suis diplômé d'un master. Donc c'est quelqu'un de très influent, qui a un certain âge maintenant, je crois qu'on peut le dire, vous avez 79 ans, et donc vous avez écrit énormément de livres. Alors vous êtes aujourd'hui consultant en géopolitique et vous êtes étudié dans le monde entier pour vos livres notamment de géopolitique, et vous avez commis un livre sur la Chine que vous avez eu la gentillesse de m'offrir. Il est paru en 2012 et ma première question sera justement l'année 2012, c'est l'année où Xi Jinping est arrivé au pouvoir en Chine. Donc depuis l'écriture de votre livre, qu'est-ce qui a changé d'après vous sur ce que vous aviez écrit par rapport à la Chine? Alors mes livres s'appelle La Chine, la logique de la stratégie. C'était un livre de prévision catégorique. Ça veut dire, la Chine va faire ça. La Chine va faire ça sans mettre aucune condition. Je ne dis pas, ils vont faire ça à moins que ça, ou ils vont faire ça s'ils ne sont pas opposés. Non, c'était catégorique. Et je dis qu'ils vont faire ça, et la réaction de leurs voisins, ce serait de commencer à changer leur idée de la Chine et préparer à se défendre de la Chine, qu'ils vont faire une coalition de facto, pas NATO publiquement, mais une coalition, et qu'ils vont se approcher aux États-Unis comme le pouvoir qui peut résister la Chine. Donc les Chinois, ils vont, en 2011, et après tout publié, en 2012 en France, les Chinois vont bâtir l'alliance, la grande alliance anti-chinoise dont les États-Unis auront besoin dans 10 ans. Et ils vont faire ça mécaniquement. Tu es dans, je ne sais pas comment on dit en français, un elevator, un ascenseur, tu entres dans un ascenseur et il y a un type très très grand et tous les gens sont poussés au coin de lui et lui est en train de grandir encore. Même s'il est charmant, sympathique, sourit et tout ça, les gens doivent résister à la pression physique de cette expansion. Alors, dans ces cas-là, les Chinois, après la montée de Xi Jinping, systématiquement, ils n'étaient pas charmants, pas souriants. Ils ont avancé des prétentions territoriales contre le Japon, pour les îles Senkaku. Ils ont les Philippines pour les îles Spratly, pour l'Indonésie, pour l'offshore de Natuna, pour le mer en France de Natuna, la Malaisie même, côté oriental, et avec le Vietnam, ils se disputent les îles Paracel, tout ça, qui sont dans le golfe de Tonga, et à la frontière indienne, ils prétendent des petites avances Ladakh, la côtière, et tout l'État du Arunachal Pradesh, 90% de... Donc, cet homme grand qui pousse les autres, il commence à menacer les gens. Donc, ma prévision, à cause, disons, la politique de Xi Jinping, qui est très logique d'ailleurs, son prédécesseur Hu Jintao était primus inter pares. Il était le chef d'un bande de collègues et toutes les photos montraient lui avec les autres membres du Politburo, avec tout ça. Maintenant, c'est Xi Jinping assis sur un grand siège et les autres dans des petits bancs d'école de lui. Alors, cette arrogation de pouvoir autocratique à lui va devenir le deuxième Mao, sans limite. Le prédécesseur, ils avaient 5 ans plus 5. Lui, sans limite, son pouvoir sans limite, il n'a plus de collègues, il y a seulement des serviteurs, des gens qui sont très humiles autour de lui, et toutes les propositions sont la pensée de Xi Jinping. Ça veut dire, on va résoudre le problème du gaz naturel, suivant les idées du Parti communiste chinois et les pensées de Xi Jinping. Alors, tout ça, je n'ai pas prévu. Et moi, la prévision était basée sur le fait que les Chinois ne disaient pas beaucoup, mais simplement par réaction mécanique, il y aura cette coalition anti-chinoise. À cause de Xi Jinping, la coalition était beaucoup plus poussée. Le Japon s'est transformé d'un pays qui était passif sur la scène internationale, un pays qui
ils bougent, ils vont au Vietnam, ils font un accord militaire avec le Vietnam, maintenant avec l'Australie. Les Indiens eux-mêmes, ils ont fait tout le possible pour rester en bonne relation avec la Chine. Le Premier ministre Modi lui-même était 6 fois en Chine pour des choses multilatérales, mais aussi pour 2 visites spécifiquement à Xi Jinping. Et à la fin de tout ça, l'année dernière, l'élément de l'armée chinoise attaque les Indiens et tue 30 Indiens à la frontière et il proclame qu'il exige tout l'État d'Arunachal Pradesh, que c'est, disons que la moitié des membres des Nations Unies sont plus petits qu'Arunachal Pradesh. Il veut tout ça. Il appelle ça Sud-Tibet. Les Chinois prennent le Tibet et maintenant il dit ça c'est le sud du Tibet et après le Ladakh c'est le ouest du Tibet. Népal lui-même c'est partie du Tibet, la partie nordique de Madras. Et donc ils ont excédé beaucoup mes prévisions. Mais mes prévisions, j'ai dit, même s'ils sont gentils, tout ça, il y aura la coalition. Mais non, la coalition est beaucoup plus active et forte. Et c'est une coalition qui a beaucoup plus de population que la Chine, beaucoup plus d'argent. C'est les Américains, les Japonais, beaucoup plus de gens, plus de population et plus de technologie. Donc, les Chinois, ils ont construit une prison dont eux, ils sont les prisonniers, entourés par des puissances beaucoup plus grandes, une coalition collectivement beaucoup plus forte. Ils ont fait tout ça, convaincus que c'est merveilleux et tout ça. Pourquoi ils ont toujours acheté des gens extérieurs, enfin, ni les Chinois, ni les coalitions, que c'est Japon, Inde, Amérique et tout ça, États-Unis, et des tertiaires participants que ce sont des pays africains qui payent. Ils payent avec de l'argent. Il y a un vote aux Nations Unies sur le Xinjiang et 23 pays, beaucoup de pays musulmans dedans, qui proclament que la Chine fait un grand travail au Xinjiang de développement. Il ne dit pas un mot sur la suppression de la foi islamique. Justement, je voulais vous poser une question sur le monde islamique, parce que... Oui, je vais compléter le fond. Et en Europe, ils ont trouvé deux clients qu'ils ont achetés. C'est les Italiens, l'ancien Premier ministre Prodi, Premier ministre D'Alema, l'ambassadeur chinois. En France, il ne peut pas même faire une réunion avec trois personnes. À Rome, il fait de grandes choses, tout le monde vient, tout ça. Pourquoi? Ils ont simplement acheté ces politiciens importants. Et en Allemagne, ils ont fait un pacte avec le diable, avec les grandes entreprises allemandes. Siemens et Volkswagen, leurs chefs, dans les derniers 10 jours, ils ont proclamé que tout va bien en Chine, tout va bien en Xinjiang, et il ne faut pas faire de problème. Et moi, j'ai commenté sur Twitter que Siemens et Volkswagen, ils sont très logiques. Après tout, ils ont toujours bénéficié. Pendant 6 ans de la Deuxième Guerre, ils avaient les esclaves qui travaillaient pour eux. Et après, dans les années 60, ils ont payé un peu de compensation aux gens qui ne sont pas morts. Que c'est très peu de gens, et ils ont payé 2 centimes. Donc c'est logique que maintenant ils veulent faire la même chose au Xinjiang, et après 30 ans de payer 2 centimes aux esclaves qui le proposent. Et les Chinois, donc, ils achètent le soutien. Il y a seulement 2 pays qui sont alliés avec la Chine stratégiquement. Un, c'est la Cambodge, à cause du fait que le Vietnam entoure la Cambodge et menace son indépendance chaque jour. Comme le Vietnam, c'est le premier ennemi de la Chine, naturellement, et Pakistan. Pourquoi l'Inde, c'est... Maintenant que les Chinois, ils ont déclaré l'Inde comme leur ennemi et qu'ils veulent prendre le territoire de l'Inde, le Pakistan, donc, ils ont un allié. 2 pays, Pakistan et Cambodge. La Thaïlande? Pas du tout. Les Thaïlandais, la culture thaïlandaise, c'est qu'il y a toujours de grandes puissances qui font de bruit autour de Thaïlande. Eux, ils ne prennent jamais part. Ils ne choisissent jamais entre les disputants et ils maintiennent leur indépendance. Parce que la reine de Thaïlande a reçu récemment la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois. Exactement. Mais les Chinois, tu peux louer les Thaïlandais
mais tu ne peux jamais les acheter. Ils ont une culture politique, eux, basée sur l'indépendance. Ils étaient prisonniers entre l'Empire britannique à la frontière Birmanie à gauche et l'Empire français à côté à Laos. Et ils ont maintenu leur indépendance. Il n'y a pas un chantage à l'eau? La gestion des Chinois est très facile. C'est pas un chantage à l'eau. Moi, j'ai étudié cette question. Apparemment, la Chine, avec ses barrages, elle en a 72 000 qui partent du Tibet notamment. Elle fait un chantage à l'eau sur toute l'Asie du Sud-Est qui est en dessous. Exactement. Seulement que les barrages qu'ils ont faits sont pour générer l'énergie hydraulique sans rétention. Ouais. S'ils retiennent un litre de Brahmaputra, qu'ils ont un différent nombre de ce côté, un litre, les Indiens, ils vont faire la guerre. Car le Brahmaputra, c'était l'eau de tout le nord-est des Indes et la totalité de Bangladesh. Bangladesh est un pays qui a très bonne relation avec la Chine. S'ils font une interruption de la rivière Brahmaputra, le Cambodge peut disparaître. Pourquoi ils vivent dans le Brahmaputra, c'est un delta du Brahmaputra. Ils peuvent faire tous les digues qu'ils veulent, ils peuvent faire tous les barrages qu'ils veulent, mais sans rétention d'eau. Pass-through, que l'eau entre, génère l'électricité et continue. S'ils bloquent cette eau, les Indiens ils vont déclarer la guerre. Justement, ils l'ont fait avec la Thaïlande, avec le Cambodge, avec le Laos. Soit ils ont fait des inondations, soit des sécheresses. Et c'est un chantage, en fait, il y a la menace. Ils peuvent faire le chantage, mais les Thaïlandais ne dépendent pas de Mekong. Mekong touche seulement l'extrême nord de la Thaïlande. Et les Thaïlandais ont une culture politique qui a appris la gestion géopolitique il y a 200 ans. Et ils savent comment le faire. Et le moment que les Chinois font un peu de pression, ils invitent les Américains un peu plus. Et donc, les Chinois savent qu'à Nang Son Chut, dans le nord-est des Indes, il y a la base aérienne plus grande de toute l'Asie, qui a été utilisée par les Américains pour la guerre du Vietnam. La majorité des vols d'actions aériennes étaient là. Cette base, c'est le nord-est, ce n'est pas une zone touristique. Mais si tu visites cette base, tu trouves que tout est maintenu parfaitement bien. Le moment que les Chinois mettent pression sur eux, ils vont éviter l'aviation américaine de s'établir là. Donc, la Thaïlande, ce n'est pas un pays où tu peux acheter des premiers ministres et faire grand-chose avec ça. Alors, je voulais ajouter une chose spécifique, c'est que les Chinois, ils ont une réputation entièrement fausse de leur grande sagesse stratégique. Ils ont cette Sun Tzu, cette auteur, tout ça. Et si tu lis ce livre, c'est un livre de manœuvres diplomatiques entre 4 États chinois. C'était la période de 4 États. Et c'est une chose chinois-chinois. Mais le simple fait, la réalité, c'est que après la chute de Han, et les Chinois étaient, chaque fois que ça venait un peuple de la steppe, avec 3 types en cheval, arrivé à la frontière, les généraux chinois s'échangeaient de citations de Xi Jinping. Les 3 types entraient en Chine. Il s'est établi en Chine pour un siècle, 2, 3, 4. La dernière dynastie chinoise était Jurchen de Mandchourie. Ils n'étaient pas chinois, ils ne parlaient pas le chinois. Dans la cour, jusqu'en 1912, ils parlaient le Jurchen. Et ils étaient une dynastie de conquête qui a fait la conquête de la Chine, du Tibet et de la Mongolie. Ils étaient partenaires avec les grands mongols. Avant d'eux, il y avait un intervalle de 150 ans de Ming. Pourquoi Ming, c'était une espèce de un primitif, illettré tout à fait, donc il était protégé de la culture chinoise stratégique qui est destructrice, te rend faible, tout ça. Avant de Ming, c'était le Mongol, Yuan, Mongol, de Kublai Khan et tout ça. Avant d'eux, il y avait une autre dynastie manchourienne. Avant d'eux, il y avait la dynastie centra-asiatique turquique de Kitaï. Jusqu'à aujourd'hui,
la Chine, c'est Kitaïska en russe, la terre de Kitaï. Avant le Kitaï, il y avait un autre Jurchen. C'est une civilisation qui perd ses guerres et envahie par l'étranger. Et l'étranger établit un pouvoir où toute l'élite reste de cette population, comme les Mandchouriens étaient au contrôle de tous, et les Chinois étaient colonie. Comme les derniers, les Jurchen, ils ont colonisé la Chine, le Tibet et la Mongolie, aujourd'hui, et le Xinjiang. Le Xinjiang, c'était leur conquête. Les Chinois revendiquent propriété de ces choses. C'est comme la Cambodgie et Tonkin, disons Vietnam, étaient sous le contrôle du pouvoir. Imagine que les Français font retraite et les Laotiens déclarent que tout c'est les Chinois c'était un peuple qui était soumis, un peuple soumis. Ils portaient le chameau et la petite corde, c'était le symbole de la soumission. C'était une chose d'un esclave. Il circulait avec cette petite chose avant. Et en 1945, l'armée japonaise contrôle Beijing, Nanjing, Shanghai et Chongqing, pas Chongqing, Beijing, Shanghai, et les nationalistes contrôlent seulement le Sichuan, la zone moins importante. L'armée japonaise, janvier 1945, c'est à Pékin, Shanghai et tout ça. Si les Américains n'auront pas non, si les Américains n'auront pas détruit l'Empire japonais, jusqu'aujourd'hui, il y aura les Japonais en contrôle. Pourquoi les Chinois étaient incapables de se défendre, incapables de se battre. Donc, un peuple qui a toujours perdu ses guerres, était dominé par des étrangers pendant des siècles, il a cette réputation de grand stratège. C'est une espèce de falsification de l'histoire phénoménale, l'attribution de grande sagesse aux Chinois, même s'ils ont perdu toute leur guerre pendant 2000 ans, pour la même raison d'être, disons, autistique, et ne comprend pas le monde extérieur. Et la vérité, c'est si ce n'était pas que le Japon était détruit, le pouvoir japonais par les Américains, les Chinois, sous le contrôle japonais aujourd'hui, étaient incapables. Les millions de Chinois étaient incapables de faire aucune pression sur l'armée japonaise en Chine. Les nationalistes se battaient mal et perdaient leur bataille. Les communistes ils maintenaient son pouvoir pour la conquête après la chose. Alors, ce qu'il y a de la résistance chinoise contre les Japonais, c'est des films. Des films, des histoires, de propagande, de tout ça. En réalité, il y avait de pelotons, 30 Japonais qui étaient en contrôle, disons, d'une position tactiquement importante, qui restaient là pendant des années, sont incapables pour les Chinois de battre. Mais cette réputation n'est pas cette énorme confusion sur la capacité. Imagine-toi que c'est le résultat aussi de propagande pas faite par les Chinois, faite par les autres. Par exemple, Kissinger lui-même. Kissinger, dans tout le monde, il a cité le très grand cas que quand il s'est rencontré Zhou Enlai, lui a demandé à Zhou Enlai qu'est-ce qu'il pense de la Révolution française. Et la réponse de Zhou Enlai, c'est trop tôt pour le savoir. Et Kissinger a répété ça à tous, même si son traducteur s'appelait Charles Freeman, lui a dit immédiatement que Zhou Enlai avait compris la Révolution française comme l'événement de 1968. Et c'était quand De Gaulle était bouleversé par le temps. La révolution, et lui a immédiatement dit à Kissinger, regarde, il parle de 1968. Nous, on est en 1972, il y a 4 ans. Et c'est pas clair que c'est la conséquence. Mais Kissinger a dit à tout le monde qu'ils ont une perspective séculaire tellement que quand il a demandé qu'est-ce que tu penses de la révolution française, Zhou Enlai a répondu, c'est trop tôt pour te répondre. Tout trop tôt, mais c'était 68. Et lui donc, cette délusion de la capacité stratégique des Chinois
étaient fabriqués par des participants comme Kissinger, qui ont spécifiquement, disons, la mensonge pour monter sa propre importance avec leur rapport avec la Chine. Regarde, il y a ces grands Chinois, très grands Chinois, et moi je suis. La vérité, c'est qu'ils ont toujours été incapables stratégiquement. Et on peut dire aujourd'hui que les Chinois sont capables de tous, moins que la guerre. Tous, moins de la stratégie. Ils sont l'excellent bouffe, la chose, le travail, la philosophie, la littérature, la lyrique chinoise, fantastique, tout ce que tu veux. Stratégie, zéro. Et leurs voisins russes sont exactement le contraire. Les Russes, ils sont économiquement incapables, tout ça, mais ils sont les génies de la stratégie. Et donc, ils sont les propriétaires du plus grand État du monde. Personne ne lui a donné cet État. Donc, on a une opposition entre les Russes qui sont fait rien, seulement la stratégie, et les Chinois qui sont fait tous, moins que la stratégie. Et la preuve de ça, qu'avec cette énorme croissance économique, qui lui donne le pouvoir de, avant le Covid, le tourisme pour tous ses voisins, elle importe le marché chinois, très, très ouvert d'ailleurs, pour toutes les exportations, et la capacité aujourd'hui, qui sont plus riches, de faire des investissements, et avec tout ça, ils n'ont rien. Ils sont entourés par des ennemis, à part de ces clientèles qu'ils achètent. Les industriels allemands, les politiciens italiens, et tous les États africains et musulmans qui sont prêts à déclarer que leur politique au Xinjiang, c'est parfait, c'est merveilleux. La suppression des religions islamiques, si les Israéliens ferment une mosquée, grand désastre. Les Chinois, ils ont fermé 1000 mosquées pour les musulmans locaux. Et aucune réaction. Aux Nations Unies, solennellement, ils soutiennent. Donc, les prostituées, les alliés de la Chine sont les prostituées de la politique. Okay, donc ça, on est d'accord là-dessus. Et alors, justement, par rapport aux Nations Unies, ils ont infiltré les institutions internationales de l'ONU, l'OMS, la FAO et tant d'autres. Ils dirigent 4 institutions, donc là aussi ils les ont sans doute achetées. Mais est-ce que c'est pas une influence importante aussi, et ainsi que les nouvelles routes de la soie, ainsi que par exemple pour leurs 100 ans, là, pour le centenaire du Parti communiste chinois, ils ont reçu des félicitations du monde entier, de hauts dirigeants, y compris Poutine en personne, y compris des présidents, des premiers ministres, etc. Bon, alors pour Poutine, naturellement proclame son amitié à Xi Jinping. Et c'est une amitié fraternelle. Donc c'est seulement par pur hasard que les seuls deux pays du monde qui sont en train d'avoir de lutte militaire, de feu avec le Chinois, ils sont armés principalement par la Russie. Le Vietnam, où ils se disputent chaque jour dans le golfe de Tonkin avec des bateaux et tout ça, qui donne les armes au Vietnam, c'est la Russie. Et en Inde, après le combat de juin 21, moi j'étais à Delhi moi-même pour mon travail, et c'était une grande délégation de Russes qui sont venus pour offrir, eux ils vendent beaucoup de choses aux forces armées indiennes, pour offrir le dernier avion et toutes ces choses, et spécifiquement, disons que le dernier avion qu'ils offrent aux Indes, il y a des systèmes et tout ça qu'ils ne vont pas vendre aux Chinois. Donc, ils se proclament leur amitié, et en même temps, c'est par hasard que la Russie est le principal fournisseur des armes aux deux pays qui se battent contre la Chine. Par hasard? Non, je le doute. C'est que les Russes ils savent très bien que si les Américains ne réussissent pas à contrôler les Chinois, alors ils devront faire, eux, les alliances avec les Indes, le Japon, le Vietnam, pour bloquer la Chine. Et pour l'ONU, alors? Alors, l'ONU, c'est très simple. Si tu veux dominer l'ONU, comme le Comité des droits humains, tu dois acheter le vote de ces pays. Et c'est un marché bien établi, les prix ne sont pas élevés, et les Chinois sont prêts à le payer. Quand tu vois une résolution, comme on dit, sur le Xinjiang, le Comité des droits humains, qui a condamné Israël
disons, 190 fois cette année, l'année, tu vois que tous ils disent que il dit oui à la proposition que la Chine mérite le plus grand soutien, admiration et tout ça pour le développement de Xinjiang. Et il y a 23 pays musulmans qui firment. C'est le résultat du fait que, alors, politiquement, ils se sont des putains. Et leur grande mérite, c'est qu'ils sont bon marché et ils délivrent le service. Et ils ne sont pas ces mauvais cas qu'ils prennent l'argent et après ils votent contre. Non, non. Ils prennent l'argent et ils votent pour. Si tu poses la question au Premier ministre, au président, au représentant de ce pays, pourquoi vous avez voté pour la Chine et pourquoi ils ont fermé 100 mosquées dans les derniers 3 mois et vous faites une résolution contre Israël à cause du fait qu'on est l'Aqsa, que c'est Jérusalem, que c'est la capitale d'Israël, qu'il y a des policiers qui ont contrôlé l'argent pendant 12 heures. Grande résolution, et la réponse est oh, la réalité, c'est simple. Les Chinois achètent, et ils payent. Alors, eux, ils sont de bons putains, pourquoi ils font le service, et le prix est modeste. Et les Chinois sont de bons clients, pourquoi ils payent. Ils payent, oui. Il y a des cas où il y a des pays qui ont trahi la Chine, mais c'est très rare. Pourquoi? Ils veulent seulement un vote aux Nations Unies et personne, le journalisme, le monde du journalisme ne pose pas la question pour un pays qui vote avec la Chine pour lui demander oh, Arabie Saoudite, vous êtes la capitale de l'islam, comment que vous votez pour les Chinois qui sont en train de supprimer l'islam? Et le seul État du monde et en politique de supprimer l'islam. Et vous votez pour la Chine. Pour quelle raison? Personne ne lui pose la pression. Et les Américains eux-mêmes, qui protègent l'Arabie Saoudite, ils ont dit pas aux Saoudiens, écoute, cette putanerie, ce genre de choses intolérables, il n'y a même pas de publicité, tu sais. Alors, c'est dramatique. Il y a des votes aux Nations Unies sur le Xinjiang. En Xinjiang, le Chinois ferme le mosquée et il oblige les femmes chinoises et les femmes ouïghours qui sont d'avorter des enfants pour réduire le taux de natalité. Et aux Nations Unies, les pays islamiques votent pour la Chine. Alors justement, oui, sur les pays islamiques. Donc, il y a un grand géostratège aussi qui s'appelle Samuel Huntington, qui a écrit donc le Clash of Civilization, et lui, il expliquait en 96 qu'il y avait une alliance naturelle entre la sphère islamique et la sphère chinoise. Alors, est-ce qu'on la voit pas justement aujourd'hui dans les faits, puisque donc voilà. Et donc l'Arabie Saoudite dont vous parliez, est-ce qu'il n'y a pas eu un renversement d'alliance en début 2020 avec son alliance avec Poutine pour faire baisser les cours du pétrole et devenir le premier producteur de pétrole pour la Chine? Il ne faut pas mélanger les temps. Huntington, c'était un type sérieux. Et sa analyse était culturelle. Et ça. Mais je peux dire une chose, c'est que c'est rationnel pour ces États islamiques d'être alliés à aucun pouvoir anti-occidental. Pourquoi la menace pour leur culture, c'est l'Occident. Alors, quand j'étais en Arabie Saoudite la dernière fois, et on a fait un petit tour avec 2 voitures et tout ça. Et 5 fois par jour, tu dois fermer tous pour prier, pour faire des prostrations islamiques. Et moi, j'étais dans sa voiture et tout le monde savait que je suis juif, je ne vais pas participer, évidemment. Mais j'étais choqué, étonné, fantastiquement, car on s'est arrêté 5 fois par jour. Pourquoi? Les chauffeurs pakistanais, eux, s'est arrêté 5 fois par jour et s'est fait les prostrations pour mettre leur tête contre le sable désert et leur cul en direction du ciel, que c'est la procédure. Et les Saoudites qui étaient là, que c'était des fonctionnaires saoudites, qui étaient avec moi dans ce petit tournée, eux, ils baratinaient entre eux, ils fumaient des cigarettes. Et moi, j'ai demandé, mais à un moment, comment que c'est seulement les Pakistanais qui se fait la prostation, tout ça? Elle dit, ah non, nous on est tous des athées. Hein. Alors, c'est très rare d'encontrer des gens qui disent qu'ils sont athées. Ils disent, je ne suis pas religieux, je ne suis pas observant. Non, on est athée. En Arabie Saoudite, la relation
si tu es islamique, tout le rapport entre Saudi Arabie, que c'est le pays le plus islamique officiellement, et les États-Unis était destructif de la religion islamique. Tous ces gens qui étaient dans cette tournée étaient étudiants en Amérique. Quand ils étaient en Amérique, ils proclamaient leur islamisme et ils allaient à la mosquée et tout ça. Le retour en Arabie Saoudite, il devient athéiste. Et cette petite expérience à moi de faire cette petite tournée avec les Saoudites et le chauffeur pakistanais était répétée 1000 fois. Pourquoi ça arrive? Que tu es là, il y a l'étranger, il doit aller quelque part, et il y a des fonctionnaires et tout ça. Et c'était pas un casus unicum, c'était pas un jour là par hasard. Non, ils sont athées. Et si tu veux voir une preuve de ça, maintenant avec le Covid, tout a changé. Il y a la île de Penang, en Malaisie, il y avait des vols directs Riyad-Penang, et tu vois les Saoudiennes, la femme saoudienne, c'était pas un grand voyage très cher pour eux. C'est pas cher, c'est bon marché, et Penang lui-même c'est très agréable et pas cher. Et ils venaient avec leurs filles pour s'allonger sur la plage. Elles étaient tous bien grosses, c'était beaucoup de corps, avec des bikinis qui sortaient, et entre eux, il y avait leurs filles qui avaient des bikinis pluttés, et dans beaucoup de... il y avait des filles qui étaient couvertes totalement, il y avait les autres filles qui faisaient montrer tout ce qu'elles pouvaient montrer, c'était pas topless, mais c'était comme ça. Et moi, j'ai parlé avec... J'étais là pour travailler, et je suis sur la plage, et j'ai parlé avec plusieurs de ces dames. Et les dames disent, on porte nos filles ici à Penang pour leur permettre de respirer. Et c'était le cas qu'il y avait 2 filles bien faites, avec beaucoup de tête, et la troisième qui était couverte islamiquement. Il n'a pas donné la question, mais elle m'a répondu, elle a dit, écoute, 2 de mes filles, tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne veut pas marier un musulman, il ne veut pas ces conditions de mariage, et ma fille la plus jeune, elle est très religieuse. Et c'est une plage. Il y avait des milliers de personnes, la majorité saoudienne. Pourquoi? C'est le très bon marché. C'est beaucoup plus bon marché comme arriver à la Thaïlande. C'était des gens communs, c'était pas des princesses, c'était pas des... Le mari était employé par la compagnie pétrolière. Et j'ai vu ça physiquement. Alors, en Iran, c'est différent. En Iran, si tu veux la solitude, le calme et le silence, tu entres dans une mosquée. Pourquoi il n'y a personne qui va à la mosquée. Depuis le régime chiite établi, qui sont arrivés au pouvoir, et disons que 500, moitié de la population a abandonné le chiisme. Moi, je te dis ça catégoriquement, mais en effet, il y a des sondages. Des sondages qui disent 80, c'est 49%, 51%, choses comme ça. Moitié de la population a abandonné l'islam. C'est le monde occidental, c'est la pensée grecque. La pensée grecque et chrétienne qui détruit l'islam. C'est pas la Chine. Et ils font alliance avec la Chine, non? Oui, justement, et c'est logique. Pourquoi la culture chinoise ne menace pas la culture islamique? C'est la culture occidentale qui est en train de faire une dissolution de l'islam. Une véritable dissolution. Et c'est comme les Kabyles à Paris. Les Kabyles eux-mêmes, ils ne sont pas comme les autres Arabes au Nord-Afrique du Nord. Mais quand ils arrivent en France, la majorité abandonne la pratique de l'islam. Et donc, là, il s'est passé un événement majeur, donc en 2019-2020. C'est moi ce que j'appelle une attaque biologique. Est-ce que vous le voyez comme une attaque biologique ou pas de la part de la Chine à diffuser ce virus un maximum contre l'Occident? Non, je crois que c'était pas une stratégie, c'était pas une politique, c'était que le labo en avril, mars-avril 2020, il y avait un article sur Le Monde, très long, très détaillé, avec le titre « Dans l'enfer des labos de Wuhan ».
Et qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est des pratiques abusivement. Et le laboratoire virologique était établi par les Français, et avec des aides françaises, mais bien avant de 2020, les Français ils ont abandonné les relations avec ce laboratoire. Pourquoi? Leurs pratiques étaient totalement inacceptables. Par exemple, chaque chercheur en France est limité à un étudiant, ou deux maximum, pour contrôler dans les conditions d'extrême. Et là, c'était jusqu'à 10, même 15. Et donc, impossible de contrôler ce jeune étudiant qui il mettait des choses dans l'eau, faisait toutes choses. Et alors, les Français, ils ont retiré. Le Monde avait très long article détaillé, évidemment, qui venait de la source officielle, de la source qui avait fait. Et donc, ce n'est pas un conjure chinois, c'était simplement l'incapacité de faire la gestion des laboratoires catégorie 4. Et après, il y avait le grand succès de la propagande chinoise pour couvrir tout ça. Et ils sont, en Amérique, en Angleterre, ils se sont basés sur la haine contre Trump. Comme Trump avait dénoncé les Chinois, donc il doit défendre les Chinois. Trump étant le diable lui-même, comme le diable avait dit que les Chinois ils sont responsables pour le virus, il y avait dans Lancet, le grand journal médical, 18 sciences dit non, impossible, tout le monde dit impossible, tout ça. Et à la fin, Fauci, le grand virologue, lui avait firmé le contrat pour ce laboratoire de faire des expériments d'augmenter la létalité du virus, qui sont des légitimes expériments, très légitimes. Mais lui, Fauci, désespéré d'expliquer au public pour quelles raisons les Américains ils ont payé pour ça. C'est trop compliqué pour expliquer aux gens qu'en étudiant l'augmentation de la létalité, on étudie le mécanisme de la létalité, donc on peut le réduire aussi. Trop difficile, et donc il a mensonge, il a dit, il a protégé, tout ça. Et les Chinois, ils ont refusé toute inspection. À la fin, après 18 mois, ils ont permis l'inspection. Quand ils sont arrivés à Wuhan, ils ont permis de faire une interview avec cette Li, cette femme. Ils ont refusé et ils n'ont fait aucune inspection. Ils sont arrivés là, ils ont obtenu des déclarations par les fonctionnaires et ils sont rentrés. L'Organisation mondiale de la santé a été... ils ont manœuvré cette organisation très facilement, ils ont payé du fric. Ils ont acheté les gens. Donc, quand même, il y a la question à qui profite le crime. Et aujourd'hui, 2 ans après, on voit que ça a beaucoup profité à la Chine, non? C'était pas un crime, c'était une incompétence, c'était une inefficacité, c'était confusion. Et maintenant, les Chinois, comme ils ont adopté la politique de zéro tolérance, qu'ils fait dans toutes les directions, ça aussi, c'est maintenant, ils ont une population qui n'était pas infectée. Et donc, ils vont célébrer les prochains 30 ans avec des sorties de... L'autre semaine, c'était Xi'an, après ça, c'était un autre lieu, et après, ça serait un autre, et tout ça. Peut-être dernière question. Moi, il me semble qu'on se rapproche d'un contexte un peu de la Deuxième Guerre mondiale, avec un rassemblement des démocraties d'un côté, avec l'AUKUS, avec le Quad, avec tout ça, et de l'autre, la Chine qui rassemble les dictatures et les théocraties. Alors, est-ce que c'est ça que vous constatez? Ça peut arriver à ça. Ça va arriver à rien, car les Chinois, ils ont une capacité militaire très basse, et si il n'y a aucune forme d'hostilité, ça ne peut pas développer dans une façon naturelle, dans de grandes batailles, tout ça, pourquoi il y a le nucléaire. Le nucléaire est plus puissant que les États. Le nucléaire, c'est une arme tellement puissante que ça excède la limite culminante maximale de l'utilité d'une arme. Ça, disons, toute dispute avec ton enfant de 10 ans. Il est vraiment, il t'embête beaucoup, et tu lui peux donner un gifle. Mais si tu es armé avec un fusil mitrailleteur, tu ne peux rien faire avec ça. Tu es impuissant avec un fusil mitrailleteur. Donc, ça ne peut pas arriver. Mais ce qui peut arriver, c'est des épisodes de violence, d'hostilité et tout ça. Et donc, le résultat, ce serait le blocus américain de la Chine. Comme la Chine est très développée, maintenant, ils dépendent
d'importation de toute espèce, d'énergétique, de blé, de monde. Et les Américains, ils vont fermer la Chine. Ils peuvent faire l'interruption du commerce international en destination de la Chine. Ça peut faire au point d'origine, disons dans le port de San Diego, où vous devez sortir un cargo de maïs pour la Chine, il est bloqué à San Diego. Les autres choses sont, par exemple, le pétrole du Golfe Persique, doit passer autour des Indes. Inde, c'est l'allié stratégique, avec un seul avion avec sur l'Iran, tu sais, un avion entier, il peut bloquer tout accès à la Chine du Golfe Persique. Et le canal de Suez, naturellement, car la porte-avions appelée Inde, ça prolonge pour 3000 km dans l'océan Indien, et donc avec la plus grande facilité, l'Indien bloque toute communication. L'Australie, c'est un allié des États-Unis, donc ils ne vont rien avoir des États-Unis. Et donc, les Chinois, ils vont commencer à avoir un déclin. Tout ce que c'est gaz et pétrole, ils peuvent l'avoir de la Russie, mais pas tous. Ils peuvent avoir assez pour ne tomber pas dans le trou, mais ce n'est pas suffisant. Ce que les Russes, la capacité russe, c'est la capacité de pipeline, de conduite. Et donc, les Américains peuvent détruire l'économie chinoise lentement. Ils peuvent l'étrangler, comment on dit étrangler. Ils peuvent étrangler sans rien faire. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Puisque Trump avait dit... Trump, il avait dit, notre pays a été attaqué, pire que Pearl Harbor. Même si les actions militaires sont très limitées à cause de l'impossibilité de l'escalade vers le nucléaire, et ça, c'est le moment que le blocus commence. C'est 1914, Allemagne. L'Allemagne, entre 1971 et 1914, ils sont devenus une grande puissance économique globale et dépendaient des imports de tout le monde. Le moment que la guerre a commencé, rien entrait dans le port de Hambourg et de Bremen. Et avant, c'était qu'il n'y avait pas de cacao, il y avait des cafés. Mais il n'y avait pas de guano pour les fertilisants qu'ils importaient de le Chili. Donc la production de blé est tombée. Et la Chine est devenue totalement dépendante de ces matières primes qui doivent entrer la Chine par navire. Et les Américains contrôlent le mer. Le contrôlent totalement, même si toutes les porte-avions américains disparaissent et avec un tiers de leurs sous-marins nucléaire d'attaque, il peut détruire aucun navire chinois. Mais est-ce que le monde ne dépend pas autant de la Chine aujourd'hui avec les médicaments, les terres rares et tout ça? Non, tragique. Tu ne vas pas avoir des chaussettes à bon marché. C'est les terres rares, par exemple. Pour la bouffe et le chauffage. La bouffe et le chauffage, ça ne dépend pas de la Chine. C'est seulement pour les chaussettes. Rien d'autre. Rien d'autre? Oui, tout l'import de chinois, ce sont des luxes bourgeois. Et il y a les voitures allemandes, et les voitures françaises, il y a les choses chinoises. Le chinois, c'est le plus bon marché. Donc, tout ce qui arrive de la chaussette jusqu'à... pas les voitures encore, mais... Oui, mais si la France ne reçoit pas aucun import de la Chine, il y a un résultat marginal sur la vie économique française. Tu vas au magasin pour acheter des chaussettes, tu dois acheter des chaussettes qui sont plus chères. Il y a les médicaments quand même. Les médicaments, ils sont produits en Chine. C'est une question que l'entreprise Sanofi, je ne sais pas comme ça, ils achètent là pourquoi c'est plus bon marché. Mais il y a déjà substitution pour que le bon marché, maintenant, ça vient des Indes. C'est l'industrie indienne qui fait le bon marché dans le pharmaceutique. Et disons qu'il n'y a pas de bon marché, donc tu dois payer de plus. Mais c'est différent pour les Chinois. Leur production agricole va chuter énormément. Pourquoi ils n'ont pas le fertilisant et tout ça. Leur production de tous va chuter. Pourquoi il n'y aura pas... toutes les matières primes, ils importent la bauxite, la production industrielle d'acier en Chine
dépendent de l'importation de bauxite qui vient de pays comme le Brésil, le Jamaïque et tout ça. Et jamais un bateau peut arriver de la Brésil, de Jamaïque à la Chine si les Américains ne le permettent pas. Et donc, vous ne croyez pas, parce que bon, moi j'ai beaucoup étudié la guerre hors limite. Vous savez, ce livre qui a été publié en 99 par 2 colonels de l'armée de l'air chinoise, et qui explique... Voilà, donc vous connaissez. Alors, vous les connaissez personnellement, ok. Vous avez déjeuné avec eux, donc vous ne pensez pas que les Chinois... Voilà. C'est féroce, c'est tout ce que tu veux, mais la bouffe n'arrive pas. Pourquoi? Le contrôle en 1914, l'armée allemande était énormément puissante. À la fin, ils étaient battus pour les Russes. Il y avait l'armée russe, l'armée française, l'armée anglaise, la petite armée belgique, et après 1917, l'intervention américaine. Ça, c'était la nécessité pour la défaite de l'armée allemande. Mais cette défaite, à la fin, était vraiment achevée par le blocus. C'est le blocus qui a commencé. Au commencement, le blocus, c'était le café. Il n'y avait pas de café. Bon, tu vis sur le café, tu fais le ersatz, café ersatz. C'est pas mal d'ailleurs. Châtaigne, café de châtaigne, tout ça. Après, c'était l'été, et après, à la fin, c'était la bouffe. Pourquoi toute l'agriculture allemande dépendant de fertilisants naturels importés par les îles de Chili. Et les gens qui ont fait le calcul stratégique en Allemagne, ils ont oublié que l'Allemagne n'était pas l'Allemagne d'avant. C'était une Allemagne globalisée. Et aujourd'hui, la Chine est globalisée. Donc, imperceptible cette chose. Le Chinois, il ne pense pas que quand il boit un café ou il mange quelque chose, il se met se botte, il s'habille, il ne sait pas que ça dépend de l'import. Mais alors, c'est intéressant, vous avez rencontré les auteurs du livre Guerre hors limite. Oui, vous avez parlé de quoi? Deux officiers. Deux officiers, voilà. Et vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de quoi? Leur idée, c'était ils ont dit, les Américains sont plus puissants et nous, on va faire la guerre asymétrique. Et seulement que les moyens de la guerre asymétrique, ce sont des moyens où, disons, l'ennemi, premièrement, le livre est beaucoup dépassé car la Chine est devenue beaucoup plus forte militairement que c'était. Mais l'ennemi, il a des chars de bataille, l'artillerie. Et donc, tu vas avec des guérillas, des commandos, des gens qui se sacrifient pour jeter l'explosif. Leur idée, c'était que... mais la base du livre, c'était une fausse historique. Pourquoi ils ont commencé avec le principe de Mao, que les Japonais sont beaucoup plus avancés, mais on peut les... le livre commence disant que la Chine a battu le Japon. Le Japon était beaucoup plus discipliné, beaucoup plus avancé technologiquement, mais on l'a battu avec la guerre asymétrique. Seulement que c'est une fausse historique. Fausse historique, pourquoi en 1945, avant d'Hiroshima, les Japonais contrôlaient la Chine, pas tous, mais disons, la Chine importante, la Chine qui a quelques valeurs, à exception de Sichuan, Chongqing, la zone de Chongqing et de Chengdu était la seule qui n'était pas contrôlée. Et le contrôlait avec une fraction de l'armée japonaise. Pourquoi les Chinois étaient incapables de se battre. Et en Corée, la même chose est arrivée. Et pour tuer 100